Bienvenue dans le ZCL News, il est 12h31 aujourd'hui. Nous sommes mardi combien? Mardi 15, mais hier c'était le 14. C'était, non pas la Saint-Valentin, mais c'était la date anniversaire du massacre du Moule, où des ouvriers salariés avaient été assassinés pendant une grève. On s'en souvient encore. Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un ouvrage qui vient de sortir, il est tout chaud, s'appelle « Obligation vaccinale ». La résistance en marche. L'auteur est avec nous, c'est une chroniqueuse. Bonjour Isabelle. Bonjour Danick et bonjour. Merci d'être avec nous, puisque vous avez écrit cet ouvrage, mais ce n'est pas en tant que chroniqueuse vous êtes là, vous êtes en tant qu'auteur. Merci. Un peu plus tard, on va recevoir Florence Napri. Florence Napri, c'est une artiste en résistance. La résistance est en marche, elle est un peu partout. Aline Mujoin, chronique En nous pointant, regardez-nous, sera aussi avec nous. Et puis Noémie Mille, chronique Je dépose ça là, tous ces gens-là sont avec nous dans le ZCL. Sinon, l'actualité aujourd'hui, c'est le point de presse pour la Poste, parce que vous savez que dans le Nord-Gantel, il y a une grève qui dure depuis plus d'un mois. Et ça, il faut qu'on en parle. Sandy Manico, il y a des sur place. La qualité de l'air qui nous entoure, il pas bon. Olivier Félix est allé voir Guader. Fouillol, un petit point encore après résultat de l'élection, c'était hier. Le nouveau président de l'université, il sera avec nous là aujourd'hui, mais il sera avec nous en direct très prochainement, ne vous inquiétez pas. Et puis les écoliers de Sainte-Rose ont eu l'immense chance de rencontrer Luc Saint-Éloi. Luc Saint-Éloi, c'est un réalisateur, c'est un artiste, c'est un comédien. Il a été primé récemment en Afrique. Il est venu faire un petit lantou auprès des élèves de Sainte-Rose qui étaient très contents de le recevoir. Maxime était là. Et avec lui, on fera le point. Voilà. Alors, je vous l'ai dit, les gens qui sont suspendus, les gens qui, depuis juillet, se battent contre l'obligation vaccinale, les gens qui ont des problèmes juridiques administratifs, Myriam est là. Ça y est, il est sorti. Obligation vaccinale, la résistance en marche, c'est un ouvrage juridique d'une juriste qui explique un peu ce qu'on peut faire ou ce qu'on doit penser de cette loi. Alors, Isabelle Faye, merci d'être avec nous. D'abord, je suis étonné d'avoir une couverture bleu, blanc, rouge et en même temps derrière un drapeau de la Guadeloupe. C'est quoi cette histoire? Écoutez, oui, c'est quand même des choix qui sont bien ciblés, puisque effectivement, on voit que le livre est quand même de la couleur du drapeau français, puisque incontestablement nous sommes tous français, sauf que face à cette crise sanitaire et surtout à cette obligation vaccinale, résonnent d'autres réalités. Et les réalités de la résistance qui aujourd'hui se passent essentiellement en Guadeloupe et dans d'autres départements comme la Martinique et pas ailleurs. Parce que cette résistance, effectivement, on la voit depuis le mois de juillet où les syndicats avaient appelé à une mobilisation qui est encore très, très présente. Aujourd'hui encore, il y a une mobilisation. Il y a une mobilisation. Et la résistance, c'est pas la République, mais c'est la résistance en marche. Et tout ça, c'est toujours choisi. C'est des termes choisis pour montrer aujourd'hui que, incontestablement, nous sommes contre cette obligation vaccinale. Et là, il y a une motivation et des explications juridiques, essentiellement en droit du travail. Alors, comment est venue l'inspiration de cet ouvrage ? C'est finalement, après des discussions en interne avec toi, tu m'as effectivement conseillé de faire un ouvrage pour synthétiser tout ce que j'ai pu relever comme incohérence lors de mes interventions. Ça a été quand même sur des mois. J'ai pris des mois pour relever tout cela, pour pouvoir trouver un fil conducteur et amener le lecteur à comprendre la genèse de ce problème en Guadeloupe essentiellement, mais aussi en Martinique et puis dans d'autres pays, parce que la résistance est certes marquée dans nos territoires, mais il faut savoir que aussi en France hexagonale, il y a des gens qui sont contre cette obligation vaccinale et qui sont aussi concernés par cette loi qui nous prive de nos libertés. Et quand on regarde justement la couverture du livre, on voit qu'on a
ce tableau de Delacroix, Eugène Delacroix, qui à son époque déjà, en tant que... Il n'est pas guadeloupéen, Delacroix. Il n'est pas guadeloupéen. On connaît des Delacroix à Trois-Rivières. C'est ma même famille. Non, c'est pas la même famille, mais par contre, c'est le même combat que nous menons aujourd'hui, qui a été mené il y a de cela quelques siècles en arrière, par des résistants. Et on a Marianne qui tient ce beau drapeau guadeloupéen, comme pour montrer que la résistance est réellement en marche. D'accord, elle est en marche. Alors, vous sortez cet ouvrage, effectivement, suite à des chroniques, mais depuis combien de temps vous écrivez ? Écoutez, depuis le mois de juillet, j'ai commencé à réfléchir, à regarder un peu, d'abord avec un peu de recul, parce que la loi n'avait pas encore été promulguée, le Conseil constitutionnel n'avait pas encore donné son avis. Une fois que la loi a été promulguée, donc cette loi du 5 août 2021, j'ai commencé déjà les réflexions, et l'écriture est venue après, puisque j'ai été finalement, j'ai un article qui a été publié dans le France Entier dès le mois d'août, et sur une plateforme juridique qui est très connue, qui s'appelle Village de la Justice. Donc, c'est quand même des écrits que j'ai depuis le début de l'application de cette loi du 5 août 2021. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un livre critique sur cette obligation vaccinale, sur cette loi du 5 août ? Oui, c'est un livre critique, essentiellement. Critique, mais qui apporte aussi des solutions finalement. Parce que je ne fais pas que poser des constats en critiquant ou en apportant, en précisant les incohérences. J'essaye aussi d'apporter des solutions aux lecteurs. Des solutions aux lecteurs, mais aussi au pouvoir public. Parce que finalement, lorsqu'on vous parlez du pouvoir colonial, c'est ça ? Au pouvoir colonial Ça, c'est ton terme, Danick. Je te le laisse, c'est ton terme, je ne vais pas me l'approprier. Mais par contre, effectivement, pour moi, c'est des pistes qu'on dresse, des pistes qui permettent d'apporter d'autres réponses que celles qu'on veut nous imposer, qui aujourd'hui, incontestablement, réduit les libertés publiques. J'aimerais aussi dire que dans ce livre, il y a des interventions. Bon, je sais qu'on en parlera peut-être tout à l'heure. Alors, mais il y a quelque chose que je veux... Quelqu'un qui s'approprie, qui va acheter ce livre, il sortira dans combien de temps ? La semaine prochaine. La semaine prochaine. Il sortira la semaine prochaine. Primeur, c'est normal, c'est là toujours la primeur de tout. Donc, les gens qui liront ce livre, est-ce que ça pourra les aider dans leur combat au quotidien contre les pouvoirs au CHU, ARS, pouvoir colonial, etc. Je parle de tout cela. Je parle des méconnaissances qui sont réalisées par les ARS. Comme je l'avais relevé, c'est le fait que l'ARS outrepasse ses pouvoirs, mais ça, c'est détaillé un peu plus dans le livre. Et puis, j'interpelle aussi sur le mécanisme de transfert des dossiers qui ne sont pas réalisés, alors qu'aujourd'hui, la Caisse générale de sécurité sociale sanctionne. Donc c'est tout le mécanisme qui finalement peut être remis en cause, enfin, dans le cadre de l'application au personnel, aux libéraux. Et d'ailleurs, on a une photo, je ne sais pas si on peut la montrer, mais c'est la photo liée aux sanctions qui sont appliquées aux professionnels de santé libéraux. On a une belle photo de ces professionnels. C'est la page 41, c'est ça ? Page 41, c'est ça, exactement. Et là, on voit Lionnage Santé Guadeloupe, une belle photo avec les bras aussi qui sont levés vers le ciel en signe de résistance, parce que c'est des résistants. C'est des personnels, ce sont des libéraux, des médecins, des orthophonistes, des dentistes, qui sont aujourd'hui suspendus et qui ne peuvent pas continuer à exercer leurs fonctions. Alors, est-ce que ce livre-là, j'imagine, la résistance en marche, c'est en marche dans toutes les colonies, c'est-à-dire aussi bien Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, etc. Partout où les gens se battent. Partout, il sera vendu... Même si les Français, finalement. Mais même en France métropolitaine, il sera vendu un peu partout. On va commencer déjà en Guadeloupe, puisque on a cette chance d'avoir ce beau pays qu'on occupe. Donc on commencera en Guadeloupe, toutes les dépendances, je pense à Marie-Galante aussi, ça, bien entendu. Oui. Et puis les Saintes... Pourquoi Marie-Galante au fait ? Parce que Marie-Galante, parce que c'est mon île, île, et que je fais un beau clin d'œil à tous les Marie-Galantais, et je suis d'autant plus émue d'en parler, parce que c'est mon naissance et l'origine, disons, de mon côté guadeloupéen, parce que c'est ma grand-mère qui m'a
disons, appris un peu tout de Marie-Galante et j'y suis très attachée, très attachée. Oui. Alors, donc, le livre, un soignant aujourd'hui aurait intérêt à lire ce livre. Un soignant même vacciné ou pas vacciné, suspendu ou pas suspendu, il peut avoir la résistance en marche. Oui, la résistance en marche, parce que c'est un livre dans lequel on a en plus l'intervention de plusieurs personnes, parce que la préface est écrite par Maître Jean-Claude Beaujour, qui est avocat installé au barreau de Paris, il est docteur en droit. Il est pas forcément contre la vaccination, mais par contre contre l'obligation. Sur l'obligation vaccinale, il a apporté des éléments pour montrer effectivement que les juristes aujourd'hui se posent un certain nombre de questions. Et Maître Jean-Claude Beaujour donc, a écrit la préface, il a tout de suite donné son accord et son aval pour me soutenir dans ce projet. Il est installé à Paris, donc il a un recul totalement différent. Enfin, en tout cas, de la situation, puisque c'est quelqu'un qui vit en France et où les réalités ne sont pas forcément les mêmes. Et on a l'intervention aussi d'un avocat qui est installé au barreau de Côte d'Ivoire, donc en Côte d'Ivoire, Abidjan, et qui lui aussi apporte un regard qui vient de l'Afrique face à cette obligation vaccinale. Et on a l'intervention de monsieur Danix Androniste, le journaliste résistant. On était obligé, bien entendu, de l'avoir. Et puis voilà, on a quand même 3 belles interventions où chacun apporte quelque chose et explique ce que j'ai voulu développer dans ce livre. Donc chacun aura tout intérêt à le lire, à le garder et à en faire finalement la résistance qu'on est en train de mettre en marche et en place. Et ça veut dire aussi que les gens peuvent vous interpeller au-delà même du livre sur les questions concrètes relatives à cette obligation vaccinale, aux suspensions, etc. Bien sûr, bien entendu. Moi, je ne veux que mettre ma conception de cette crise sanitaire, mais surtout sur le plan juridique. Et cette obligation vaccinale qui est imposée à un certain nombre de salariés, qui est en train de se généraliser, attention, parce que c'est vers là qu'on est aujourd'hui avec le pass vaccinal. D'ailleurs, j'en parle aussi dans le livre. Donc oui, on peut m'interroger, je suis disponible. Je suis disponible. Oui, écoutez, on vous remercie. Alors, on rappelle donc le titre de cet ouvrage, Obligation vaccinale, la résistance en marche, c'est le nom. Ouvrage qui sera disponible dans les librairies un peu partout d'ailleurs, pas seulement en Guadeloupe. Non, pas seulement en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et même en France métropolitaine. Et sûrement en Afrique. Et en Afrique aussi, même en Afrique. Mais pas à Marie-Galante. Ah non, Marie-Galante, ce sera le premier endroit, je pense, où j'irai distribuer le livre, ça c'est sûr. D'accord. Bien, écoutez, on vous remercie d'être venu. Je rappelle donc que vous êtes aussi chroniqueuse du ZCL et vous êtes juriste et que chaque vendredi, vous faites une chronique qui est liée à l'obligation vaccinale. Donc, sur les outils là, quand il est là, si vous voulez lire, pas ni pour problème, il va me chercher. Bien, alors, on va revenir à l'actualité. L'actualité, c'est ce conflit à la Poste depuis déjà un mois dans le Nord-Grande-Terre. Ça impacte beaucoup les citoyens parce que les bureaux de poste sont fermés. Les postiers, pour l'instant, exigent des négociations qui ne sont pas encore intervenues au moment où nous parlons. Stanley Manico, et allez voir ce qui se passe. Sur la situation en ce moment, nous essayons de mettre en place de la remise courrier auprès de nos clients. Nous avons fait toute une phase de tri alphabétique. Donc les clients peuvent venir chercher, quand nous ouvrons au public, peuvent venir chercher leur courrier sur simple présentation d'une carte d'identité, puis en nous donnant leur adresse. Malheureusement, nous devons déplorer des blocages, des dégradations de sites chaque fois que nous voulons remettre le courrier à la population. Ce matin encore, nous essayons de le faire sur Petit Canal et Anse-Bertrand. Ils reçoivent du courrier qui a parfois plusieurs semaines. Nous nous tenons à leur disposition d'ailleurs pour leur donner un justificatif comme quoi le courrier était distribué ou remis en retard suite à la perturbation et à la grève. Sur la grève et sur l'organisation, aujourd'hui, il faut savoir que les représentants du personnel, comme c'est leur droit, ont déclenché une expertise en CHSCT, qu'avec cette expertise, ils nous ont assigné au tribunal en référé. L'audience est prévue normalement dans quelques jours. Et pour l'instant, dans ce cadre juridique, nous ne pouvons pas modifier le projet.
Nous pouvons continuer à discuter, nous pouvons continuer à négocier, mais nous ne pouvons pas modifier le projet. La problématique, c'est que le préavis de grève, dans les revendications, 90% du préavis de grève est sur le projet d'évolution. Il est important de rappeler que la Poste ne licencie jamais lorsqu'on fait une organisation. Nous assurons la pérennité des contrats de nos agents, nous assurons leur avenir, nous assurons qu'ils aient un travail jusqu'au moment où ils décident de nous quitter, c'est-à-dire souvent au départ à la retraite. Pour l'instant, nous avons sur site des cadres et des intérimaires qui travaillent. Je tiens à les remercier parce qu'ils travaillent dans une situation qui est difficile et compliquée. Ils ont dû faire face à des dégradations de sites, puisque nous avons eu beaucoup d'huile de vidange qui a été répandue. Ils ont parfois été enfermés à l'intérieur, puisque certaines personnes ont trouvé bien de bloquer les portails de sortie, donc ils sont restés bloqués à l'intérieur. Et puis nous avons malheureusement eu à déplorer aussi des dégradations de véhicules personnels, dégradation des véhicules de la Poste, mais aussi par moments et malheureusement quelques noms d'oiseaux, des insultes ou de la pression qui pour moi est anormale. Les gens sont juste là pour faire une tâche, ils doivent pouvoir la faire tranquillement et je les remercie d'être présents au quotidien pour le faire. Alors on ne sait pas comment tout ça va se terminer, parce que je rappelle quand même que ce conflit est né du fait que, selon la direction de la Poste en Guadeloupe, depuis une dizaine d'années, il y avait 45% de moins de colis et de courriers à distribuer. Donc, dans une mesure de rentabilité, la Poste a sûrement voulu faire un projet sur les communes de Port-Louis, Anse-Bertrand, Petit Canal. Et ce projet-là, les facteurs ne l'acceptent pas, dans la mesure où ça réduit leur marge de fonctionnement, ça réduit aussi le personnel et ça amplifie le travail. Donc aujourd'hui, c'est bloqué. Alors, est-ce qu'il y aura de nouvelles négociations? Est-ce qu'on va arriver à une solution? La question reste posée pour l'instant. Nous aurons l'occasion d'y revenir. 12h48, la qualité de l'air. Bien, on s'en préoccupe de temps à autre, puisque vous savez très bien que si l'air que nous respirons quand vous allez faire votre footing le matin, quand vous ouvrez la porte de votre voiture climatisée, l'air est de mauvaise qualité, vous l'inhalez, et puis après, les résultats sont dans les poumons, parce que là, au point, l'air qui n'est pas bon, corps pas bon non plus après. Et donc, pour savoir un peu plus sur la situation de l'air dans notre région, dans notre pays, Olivier Félix a été posé la question au responsable de l'analyse de l'air, ça s'appelle Guader. On regarde son reportage. Actuellement, Guader prévoit une légère dégradation de la qualité de l'air liée aux particules fines. Effectivement, nous allons rencontrer un léger épisode brumeux qui est prévu pour la journée de mardi à mercredi. Donc, actuellement, les prévisions, on peut voir une qualité de l'air qui serait moyenne et nous surveillons actuellement les concentrations liées aux particules fines PM10 et PM2,5 par rapport à leur évolution sur 24 heures. Si je vous parle des particules fines, des épisodes de brume de sable, il faut savoir que ces brumes de sable, on les rencontre habituellement de mars à octobre. Donc ces épisodes, ils peuvent varier, leur intensité peut varier. Donc on a pu le voir en 2020, on avait un épisode qui était quand même hors norme, mais avec des concentrations qui étaient vraiment, vraiment élevées. Cette année, donc, on commence avec un épisode en février, ce qui ne change pas des années précédentes, où par exemple on a pu voir en 2020 les premiers épisodes qui entraînent les dépassements de seuil le 1er février, en 2016 c'était le 31 janvier. Et ça peut varier, comme je disais, donc en 2019, 2018, on a eu des épisodes qui étaient plus tardifs, donc au mois d'avril et au mois de juin. Voilà, donc c'est vrai que ça varie d'une année à l'autre, et l'intensité également varie d'une année à l'autre. Voilà, les brumes de sable qui arrivent, et effectivement, on risque d'avoir quelques petits problèmes au niveau de l'inhalation et de la respiration. C'était hier l'élection du nouveau président de l'UAG, ce qu'on appelait autrefois l'UAG, l'Université Anti-Guyane, parce que vous savez, depuis presque une dizaine d'années maintenant, il n'y a plus d'université Anti-Guyane, il y a l'Université Guadeloupe-Martinique de Paul,
Et donc, pour cette élection, il y avait deux candidats, Yunel en Martinique et puis Michel Jouffroy en Guadeloupe. Il fallait remplacer le président sortant qui était arrivé au bout de sa mandature. Je parlais de M. Eustace Janqui. Et donc, l'élection s'est passée, les conditions, on peut dire aussi tout à fait normales. Et le nouveau président, c'est Michel Jouffroy, qui était lui-même proche de Eustace Janqui. Alors, c'est une élection qui s'est faite dans des conditions, on peut dire, normales. Et puis maintenant, c'est plus un président, mais c'est un trinôme pratiquement, puisqu'il y a le président et un responsable du pôle Martinique et un vice-président du pôle Guadeloupe. Michel Jouffroy, au micro de Nicolas Hatchi. Grande satisfaction, une reconnaissance du travail accompli pendant la précédente mandature. Et effectivement, ce sera une continuité dans le travail et la restructuration de l'Université des Antilles. Les objectifs sont toujours ceux de l'excellence, donc porter l'université vers le haut, hisser l'Université des Antilles à la place qu'elle mérite d'occuper. Et pour cela, c'est encore une fois le travail, mais aussi le dialogue avec les étudiants, le dialogue avec les personnels. On souhaite une université ouverte sur le monde. Donc on souhaite développer dans un premier temps les relations internationales qui fonctionnent déjà bien, mais qui peuvent encore mieux faire. Et donc, on souhaite nous ouvrir sur la Grande Caraïbe, sur les Amériques, mais aussi sur le monde entier. Il sera question d'intensifier les échanges avec l'extérieur, donc d'inviter et d'accueillir le monde à l'université à travers la venue de plus d'étudiants étrangers, plus de personnel d'enseignants-chercheurs étrangers, mais également de parcourir ce monde, c'est-à-dire de permettre à nos étudiants et à nos personnels de participer à des échanges internationaux. Voilà, 2h52, on prend la première pause. On va se retrouver tout à l'heure avec Florence Napri, avec elle on parlera du CAC en résistance. À tout de suite. Voilà, il est déjà 13h02. On va recevoir deux belles femmes, même trois. Il y a une troisième, il peut arriver, mais enfin, il y a notre amie Florence Napri, bonjour. Bonjour. Il y a aussi Madame Bijouet, bonjour. Bonjour. J'ai envie de dire, le slogan de ZCL, c'est plus que de la télé, mais là, c'est... Bref, je ne dis pas. Oui, c'est l'émission, il faut être vu pour être entendu. Être bien vu pour être bien entendu, parce que là, il se passe quelque chose. Bon, alors, Florence, parlons sérieusement. Oui. Hier, j'ai reçu Madame Francesca de Cap Excellence, qui est venue parler de... Je savais que vous veniez ce matin, ou ce midi, donc j'ai préféré lui donner la parole pour qu'elle explique un petit peu la démarche de ce qui va se passer au CAC. Alors, au CAC, vous êtes en résistance depuis 8 mois. 7 mois. 7 mois et quelques... 7 mois et des poussières. On est rentré là le 5 juillet. Mais c'est presque un bébé, il j'apparais pour ça. Il j'apparais. Bref, vous êtes en résistance là-bas. Comment ça se passe? Bon, avant de revenir sur le fond même, comment ça se passe ça se passe très très bien. Ça fait 7 mois, donc on était parti pour 2. Ça fait 7 mois, ça veut dire que les énergies se renouvellent, ça veut dire que des gens qui étaient là au tout début sont moins là et que des gens qui n'étaient pas du tout là au début, qui regardaient ça de loin, sont arrivés parce qu'ils ont compris que le mouvement va dans le sens des artistes en Guadeloupe. Pas d'un petit groupe de personnes qui ont envie de prêcher pour leur paroisse, mais des artistes et du monde artistique, du monde culturel. Et ça a fait mon plaisir parce qu'on a pli en pli monde qui a vini. On a suivi ces derniers temps, on a des événements, de beaux événements d'envergure qui sont abrités au CAC ou portés par le CAC. Le week-end dernier, c'était pas un tournoi de basket, c'était un week-end street art autour d'un tournoi de basket. Kelly, exactement, belle, bravo, exactement. Et on en profite. En tout cas, Kelly Vercotrin a mené ça d'une belle maîtresse. Et on en profite. C'est ça, exactement. On en profite pour remercier M. Durimel de ne pas avoir entravé la tenue de cet événement. Nous souhaitons, mais ça fait. C'est pas tout à fait le point de vue de Kelly, mais enfin, j'en dirai pas davantage aujourd'hui. Oui. Disons, on sommes gentils. C'est ça. Donc, Weekend Street Art la semaine dernière, autour du sport, mais parce que c'était l'occasion de parler des arts qu'il y a autour de ce domaine-là. Le week-end d'avant, on avait un marché Rasta sur 2 jours, magnifique aussi, plein de monde. La ligne mis la ligne au CAC Carouvine, justement. Chaque week-end, chaque mois, on a la ligne au CAC autour de la pleine lune. Donc ça, c'est le 19. Le 26, on va rendre hommage à Chabin. On a Gaël Gimer qui va nous proposer un happening avec Nike. Donc on va avoir du maquillage artistique, tenue de carnaval, tout ça. Parce que au carnaval, on ne nous jamais voir ça. Et puis, ce même jour, on abrite Typo Pays, on accueille Typo Pays,
qui vient de lancer sa première gamme de produits et qui va la présenter. Madame Lolia. Exactement, Ouais. Rachel Lolia. La semaine dernière. Ouais. C'est ça. Et on va présenter Type au pays au CAC samedi 26. Donc on paquette bitin, on paquette bitin. Alors j'allais dire qu'il caille en tout sens. Ça paquette en pangal. Mais effectivement, on essaye de toucher tout ce qui a trait à la culture. On a tendance à s'imaginer que culture, comment on dit ça en français, ça se cantonne aux arts. C'est pas vrai. Les arts permettent de parler de la culture. Ça va beaucoup plus loin que la musique, la danse, la sculpture et tout ça. Tous ces éléments-là, toutes ces disciplines permettent de dire qui nous sommes. Et la culture, c'est ce que nous sommes en commun. Voilà ce qu'on essaye de faire. Alors, c'est devenu artiste en résistance. Pourquoi? Ça a été artiste résistance, c'est artiste résistance qu'on a appelé le collectif, mais parce que nous artistes, nous acteurs culturels, avons l'impression qu'en Guadeloupe, on pourrait faire beaucoup mieux. On mérite beaucoup mieux. On est très nombreux à pouvoir proposer des choses artistiquement de qualité. On est très nombreux à être très créatifs et on est très nombreux dans la précarité. On est très nombreux à ne pas savoir vers qui se tourner pour avoir des réponses à nos questions. On est très nombreux à regarder l'avenir avec un peu de pessimisme, parce que je ne suis pas sûre que beaucoup d'entre nous aient une retraite décente, le travail. Il y a toutes ces questions qui se posent. On est très nombreux aussi à s'interroger sur l'avenir de nos enfants artistes, nos enfants qui ont envie de s'engager dans cette voie-là, parce que est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on leur dise au revoir pour toujours? La Yokeni Bakayo, la Yokeni belle et bon formation ici, parce qu'il n'y a pas qu'être belle et bon l'école ici. Et la Yoni 18 l'année, il faut y continuer à apprendre d'autre côté, travailler d'autre côté, parce qu'on n'a pas d'opportunité à leur offrir ici. Et quand on rentre ici en Guadeloupe en tant qu'artiste, on vient au combat. On sait qu'on vient au combat. Je trouve ça triste comme perspective et j'ai pas envie d'imaginer qu'il y a que ça qui nous attend. Il y a moyen de faire autrement. Mais alors, Florence, en 7 mois, est-ce que je joins 2 ou 3 réponses à ces gens qui sont responsables à ça qui nous... Oui, au bout de 7 mois. Alors c'était magnifique parce que il y a environ une semaine, on a reçu la visite de la région et on a commencé à discuter. Ah, la région est venue. Ah, la région est venue. Sans même des ça. On a commencé à se parler. Et ça fait plaisir. Parce qu'en 10 minutes, on a réussi à se faire entendre. Oui. On a réussi à se faire entendre, rien que ça. Et c'est ce qu'on réclame. Quand on est venu s'installer au CAC, la revendication principale, c'était d'avoir une réunion avec tous les représentants de nos institutions. La région, le département, l'État, les EPCI, Cap Excellence, pour nous pas aller ensemble. Entre parenthèses, juste une petite question comme ça. Oui. Le maire est venu vous visiter? Je ne l'ai pas croisé. Ah. S'il est venu, il vient nous boiter la journée. Je n'étais pas là ce jour-là. D'accord, ok, bon, on dira ça comme ça. Oh, c'est ça. Alors, donc, cette réunion... Voilà, nous, on demande ça. On demande juste une réunion, tous ensemble, pour que tous ensemble, on puisse voir comment on imagine l'avenir en matière de culture et d'art en Guadeloupe. Et ça n'a toujours pas eu lieu. Au bout de 7 mois, rien que ça n'a pas eu lieu. Ça bouge en ce moment. Qu'on fait toc-toc-toc Pani toc-toc-toc. Première semaine là, nous t'es loué en salle, si j'arrive, nous t'es invité officiellement tous ces mounas ça, pourrions pas venir. Alors je pense qu'ils étaient très occupés, mais pourrions pas. Ils n'ont peut-être pas reçu l'invitation. Il paraît qu'ils n'ont pas reçu l'invitation. Voilà, mais c'est ça. Bon, on a mal géré. Sinon, il y a des Mais enfin voilà, ça bouge et on les rencontre un à un. On n'a pas encore cette réunion où tout le monde se parle. On n'a toujours pas donc cette concertation parce que c'est ça qui nous intéresse et pas une concertation au lance-pierre. Hein. Oui, on a rencontré Cap Excellence il y a une semaine. TX, Laurence Makiaba, Johan Piziou, Christelle M et moi-même étions en concertation avec Cap Excellence parce que le programmiste, comme on sait, le programmiste choisi pour réhabiliter, réaménager le CAC et sur le territoire guadeloupéen, il a visité et il a des propositions. Mais Florence, c'est un effort, c'est une avancée parce que il y a 7 mois, il y avait rien et on disait même que peut-être qu'il va y vendre, peut-être qu'il va écraser, peut-être tout ça oublié. Exact, mais c'est une avancée. Je te dis, il y a des avancées. Oui. Nous n'avons toujours pas ce que nous demandons, à savoir parler ensemble, mais il se passe des choses. Donc on salue et on remercie, c'est super, mais faut ça continuer. Ça peut pas s'arrêter à ça. Donc oui, il y a eu une concertation non, c'est même pas une demi-journée, de 2 heures environ. C'est évidemment pas suffisant. Hein. On n'est pas en train de dire, on aimerait qu'il y ait une habilleuse sur le côté droit de la Seine et que les escaliers ne soient pas en collimation. En collimation, c'est pas ça. C'est comment est-ce qu'on maille le territoire en termes de culture avec tous les équipements qui existent déjà. C'est super qu'il y ait plein de salles, mais si elles ne nous servent pas
à mettre en avant nos arts, à permettre d'aller beaucoup plus loin en termes de décor, par exemple, à permettre au théâtre d'avoir son espace d'expression, d'expérimentation, de diffusion, ou ses espaces. Voilà, si on ne réfléchit pas à quelque chose de plus fluide, je crois que ça ne sert à rien de continuer à faire des salles, à faire des endroits et à nous octroyer de temps en temps une demi-parole. J'ai entendu que concernant le tiers-lieu, on pouvait avoir un espace. En dehors du CAC. En dehors du... Oui, j'ai entendu ça. Ça a été dit hier ici. C'est ce que j'ai entendu aussi. Oui. Moi, on ne me l'a pas encore dit, par exemple. Ça répond à la demande, ça répond à votre demande. Alors, c'est pas ça. La demande, c'est pas un espace. Hein. Un tiers-lieu, c'est pas un espace. Ce n'est pas juste c'est pas une pièce, un tiers-lieu. Un tiers-lieu, c'est effectivement un espace beaucoup plus vaste que ça, un espace collaboratif. C'est ça qui manque. C'est pas un endroit où moi, je vais me poser pendant 2 heures et je vais tester 2 ou 3 chansons. J'ai pas besoin de ça. Je vais faire ça dans ma chambre à coucher. Hein. Ça, on est habitué à ça, tant qu'à faire. Je vais louer un studio auprès de mes collègues pour un peu on l'argent aussi pour y travail éventuellement. C'est pas ça. Le tiers-lieu, c'est effectivement un endroit où les artistes se croisent, mais pas parce qu'ils ont besoin de... Comment ça a été dit, ça un espace chaleureux et de détente. C'est pas ça qu'on cherche non plus. Convivial. On n'a pas besoin d'un endroit convivial. Ça aussi, on s'est trouvé dans le salon d'un tel ou de truc. C'est pas ça. C'est où est-ce qu'on travaille ensemble, où est-ce qu'on expérimente véritablement, où est-ce qu'on se croise et que on peut expérimenter du théâtre avec des arts visuels, avec d'autres arts visuels. Où est-ce qu'on peut mélanger. Donc une sorte de laboratoire. C'est une sorte de laboratoire. Ouais. C'est un espace où il y a du laboratoire. C'est un espace où il y a des ressources. C'est un endroit où il y a des conférences. Où il y a des discussions. C'est un endroit où il y a des ateliers. Donc, simplement imaginer le CAC ou n'importe quoi d'autre comme un endroit où on fait comme d'habitude et où on met 90 ou 120 mètres carrés à disposition des artistes qui fatiguent le monde à poser des questions. C'est pas ça qu'on demande. Ce qu'on demande, c'est qu'on discute et qu'ensemble, on élabore des choses. Ensemble. Entendez véritablement ce qu'on a comme demande pour voir comment est-ce qu'on peut les mettre en œuvre. Alors, est-ce qu'en 7 mois, il y a une réflexion sur un projet culturel guadeloupéen? Parce que c'est ça la question fondamentale. C'est ça la question fondamentale. Avant même ces 7 mois-là, il y avait déjà un gros début de réflexion. C'est pour ça qu'on se retrouve au CAC. C'est parce que, alors pour le coup, je reviens sur l'ANG qui est à l'origine de l'occupation. À l'ANG, il y a la Cadence Kilti, commission de travail qui s'intéresse à la culture. Qui réfléchit à où on va, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui peut donner du ballon au pays, qu'est-ce qui peut nourrir le pays dans son âme, dans sa chair et dans son porte-monnaie. Comment on fait de l'économie culturelle, qu'est-ce qu'on se donne nous comme arme pour que le pays soit beaucoup plus grand à ce niveau-là. Donc toutes ces réflexions, elles viennent de là et elles se poursuivent pendant les 7 mois qu'on passe au CAC. On continue à rencontrer plein de gens, à discuter avec ceux qui ont déjà fait. Chaque fois je reviens sur ça, mais je crois que c'est important qu'on ne s'imagine pas que les artistes résistance s'imaginent eux avoir inventé la poudre. Ça qu'a fait l'année, Mounjaka dit qu'a nous besoin pour qu'il tire ça. Et c'est parce que ces paroles-là ne sont pas entendues que nous, on est allé les porter d'une autre façon. Donc on continue ça. Comment est-ce qu'on réorganise ce qui nous vient directement de la France, par exemple? Je pense à l'intermittence, au statut d'intermittent du spectacle. Oui, ça, dans c'est notre un gros pays problème, ça. Bien ici. sûr. Dans notre pays qui est pensé comme étant tout petit, c'est très difficile de réunir les heures suffisantes pour être et rester intermittent du spectacle et se consacrer à son métier d'artiste. Je pense qu'on peut imaginer le pays autrement que comme étant petit. On peut partir, on peut imaginer de l'export. Il y a vraiment moyen d'avoir plein de solutions pour ne pas rester dans un état d'esprit étriqué. Je répète qu'on vaut mieux que ça. On vaut beaucoup mieux que ça. Mais après 7 mois, Florence, vous avez rencontré une foultitude d'artistes. Oui. Qu'est-ce qui ressort de ce bouillonnement? Il y a plein de choses qui ressortent de ce bouillonnement. Je pense que le fait que les événements soient prennent de plus en plus d'ampleur, c'est ça aussi. On croule sous les propositions. Les gens. À ce point-là. Oui. Alors j'en profite, je passe un message. Les gens, si je réponds pas tout de suite, pas varie-moi. Il y a plein de propositions entre les ateliers, toutes sortes d'ateliers. Donc ça c'est génial parce que ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ont des choses à offrir. Entre les événements musicaux, hommage à un tel, hommage à machin, qu'est-ce qu'on fait pour la journée consacrée aux droits des femmes. Voilà, il y a plein de choses qui nous arrivent. Et ça c'est génial. C'est une preuve supplémentaire que ce lieu-là, tel qu'il existe aujourd'hui, est indispensable.
comment est-ce qu'on le rend viable, comment est-ce qu'on le fait accepter par plus que la population, parce que la population, j'adore. Pour le monde qui a vu une voix nous tous les, la population, j'adore. Ce sont les autres. Je pose la question quand même si on ne répond ça. Est-ce que le CAC en résistance est devenu un lieu touristique? Le CAC attire les touristes. Très clairement, le CAC attire les touristes, bien sûr. Je fais un bisou à une société de tuk-tuk qui nous emmène des touristes très régulièrement. François René Boisneuf. Ah, c'est peut-être c'est lui, peut-être tu as plaisir. Il était ici le bonjour, Oui, il parle de ça. Oui, Kamene touristes. Mais pas que. Moi, là où mes yeux brillent, c'est quand je vois plein de Guadeloupéens qui viennent voir ce que d'autres Guadeloupéens font artistiquement parlant, qui en parlent, qui eux-mêmes en sont... je crois qu'il n'y a personne qui ressorte du CAC en étant indifférent à ce qu'il a vu. Personne. Il y a des gens qui peuvent éventuellement trouver que telle ou telle proposition artistique est discutable. C'est le propre de la proposition artistique, c'est très bien. Par contre, tout le monde est d'une façon ou d'une autre chouboulé par ce qu'il a vu, par l'énergie qu'il ressent dans le lieu et par le fait que ce qu'il a vu aujourd'hui, il a déjà compris que dans 3 jours, ce sera déjà très différent. Alors, l'autre jour, j'ai reçu ici le directeur de l'Archipel. Gérard Poumaou. Oui, Poumaou. Et il m'a donné la programmation de l'Archipel. Oui. Alors, est-ce que programmation, le CAC, alors, qui vient... Parce qu'apparemment, c'est pas pour 7 mois encore, c'est... Ah oui, alors il paraît que les travaux reprennent très vite. Hein. D'ailleurs, je me suis rappelé sur le trajet qu'il y a une semaine pile, j'ai reçu une lettre d'huissier qui me demandait de m'en aller dans les 8 jours. Ah bon? Oui. On n'a pas parlé de ça? Une lettre de qui? Alors, c'est Cap Excellence qui, parce qu'il va reprendre les travaux, nous demande de quitter les lieux pour des raisons de sécurité. Voilà, il faut qu'on s'en aille. Il y a un problème de sécurité qui se pose? Alors, problème de sécurité dans le fait que le bâtiment soit grand ouvert. Oui, de fait, bien sûr. Ça, à ce niveau-là, oui. En revanche, une fois qu'on est à l'intérieur, nous, ça fait 7 mois déjà, qu'on a sécurisé nos rotérates. On dit dans là, longtemps, nos rotérates, on dit dans là, parce qu'on n'aurait pas pu cohabiter longtemps. Mais non, la sécurité à l'intérieur, elle est, on fait le maximum et jusqu'à présent, tout se passe parfaitement bien. Donc on fait très attention à ça. C'est tout à fait normal que le propriétaire fasse attention à ça de son côté. Mais alors, si le propriétaire, parce que hier j'ai cru comprendre avec Madame Faithfull que d'ici 2023, les travaux reprennent. Ouais. Je vais lui poser la question, est-ce qu'on va tout effacer? Ah, c'est vrai que cette question-là, c'est vrai que cette question-là se pose. Alors elle a répondu, si je ne m'abuse, qu'ils feront le maximum pour garder les œuvres. Oui. Moi, ce que j'ai entendu dire du programmiste, c'est qu'il n'y aura pas moyen de garder les œuvres. Ah. Voilà, pour des raisons de traitement des murs et tout ça, il n'y aurait pas moyen de garder les œuvres. Nous, on a anticipé ça, évidemment, parce qu'il n'est pas question non plus de faire en sorte que le bâtiment ne puisse pas résister aux intempéries. Nous vivons belle tremblement de terre hier soir en Didala. Est-ce qu'on s'en dit? Il levait moins fort. Donc non, jamais question de faire n'importe quoi. En revanche, comme d'habitude, il faut trouver des solutions, parce que toutes ces œuvres sur les murs, elles racontent l'histoire du CAC aussi. Donc ce serait vraiment dommage qu'elles disparaissent. Est-ce qu'on se tourne vers le numérique? Est-ce que... Je ne sais pas. Il y a 1000 choses à inventer pour que ces œuvres soient visibles. Pas. Voilà. Nous, on pense à un ouvrage, par exemple, dans lequel on pourrait les retrouver. Mais je crois que la communauté d'Aglo, elle aussi, peut se pencher sur la question et proposer des solutions. Bon, alors, donc, est-ce que le fait qu'on ait dit que 2023, ça va être remis en construction, en reconstruction ou en co-construction, oui, ça vous rassure un peu au CAC? Alors, c'est très bien, ça prouve encore que les choses bougent. Super, bravo. L'idée de départ, pour nous, c'est pas de sauver le CAC, c'est de sauver la culture et la vie culturelle en Guadeloupe. Donc, tant que ça... on n'a pas démarré un chemin prometteur sur ça, on n'est pas encore rassuré. On attend de voir. Donc, justement, pas de promesse pour boucher-y en nous. C'est pas ça l'idée. C'est pas de nous dire voilà, vous nous avez chouboulé, on a compris, on reprend les travaux. Et après les travaux, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que le CAC est géré? J'ai posé la question hier. Oui, effectivement. J'ai entendu la réponse. Voilà. Le CAC n'appartient pas à Cap Excellence, mais il appartient à personne. Il appartient, je sais pas, à la Guadeloupe. Je ne sais pas non plus encore. Mais cette question-là, elle se pose. Comment est-ce qu'on gère le CAC? Non, mais parce qu'en fait, il y a une question qui va se poser de façon très claire. Vous avez géré, que vous le veuillez ou pas, qu'on le veuille ou pas, vous avez géré pendant 7 mois, peut-être plus, je ne sais pas, 10 mois, 11 mois. D'ici là que ça reprenne. Vous avez créé une programmation, vous avez créé une animation,
est-ce que, c'est une question bête, mais on va poser quand même, est-ce que ça n'a pas créé un emploi? À mon avis, s'il fallait rémunérer les gens qui se donnent à fond depuis 7 mois, ça crée des emplois. Non, mais en dehors, il y a une ingénierie, parce que... Bien sûr, bon, mais c'est exactement de ça qu'il s'agit, l'ingénierie culturelle. On s'arrête sur les artistes, on s'arrête sur les acteurs culturels, et on oublie toutes les mains qu'il y a autour. Et c'est pour ça aussi qu'il faut porter une attention particulière sur ces domaines-là, c'est que c'est une véritable économie pour le pays. Il y a vraiment tout à y gagner, à être beaucoup plus... c'est même pas que vigilant, beaucoup plus généreux. Oui. On entend souvent que la culture, c'est une charge dans le budget, mais enfin, si on faisait ça correctement, ce serait plus une charge, ce serait véritablement... On a vu que l'absence de culture pendant la période pandémique... On a vu le mal que ça a fait, que ça a fait à nos esprits, à notre psyché, à notre équilibre. Oui. Rien que ça. Mais oui, c'est générateur de richesse véritablement pour le pays. Alors nous, allez. J'ai oublié de dire tout à l'heure, on a parlé des touristes, on a parlé des Guadeloupéens. J'adore quand j'ai des jeunes qui viennent visiter le CAC et qui repartent de là émerveillés et surtout beaucoup plus riches. Parce qu'il y a plein de personnages historiques, plein d'histoires de la Guadeloupe dans le CAC. Et en général, quand je pose la question de c'est qui ça, c'est quoi ça, ils n'ont pas savent. Ouais. Et c'est l'occasion de leur dire et l'occasion de leur rappeler à quel point ils sont grands avant même de le savoir. Parce qu'ils viennent de lignées de gens extraordinaires. Tout à fait. Florence Papati, j'ai une dernière question pour vous, mais je me trouvais au madame de Petit Caline, madame Mujouin, bonjour. Bonjour. On regarde votre générique et on revient vers vous tout de suite. C'est parti. Alors, rebonjour, Madame Lunette, j'ai envie de dire. Madame Mugrin. Madame Mugrin, j'ai dit Madame Lunette. Bon. Alors, Madame Mugrin, vous avez entendu des choses que Florence vient de dire. Magnifique. Je ne sais pas si Florence le sait, mais c'est une comédienne. Moi, c'est Je lunettes que dévoile quelque chose, non, mais là. c'est très bien, c'est très bien. Moi, c'est lunettes là Juste une petite réaction avant qu'on parle de lunettes. Non, mais je suis extrêmement heureuse d'entendre Florence parler de cette manière, de savoir que nos artistes sont totalement engagés. Et je dis félicitations et merci pour la Guadeloupe, parce que... Et qu'elles ont qu'à retourner en pays azot. Merci. Et ça belle. Et en cas d'azot, merci. Merci parce que généralement, nous avons toujours vu les artistes, l'année élection, devant le podium. Ou en fête commune. Et il y a un véritable discours, il y a un véritable projet. Et comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, et quand je dis vous, c'est toute l'équipe, c'est générateur de richesse financière, mais de richesse intellectuelle. Et je pense qu'à travers là, à travers ce que nous vivons à travers là, nous pouvons biquer notre pays. Et merci pour ça, merci pour l'engagement là, et en ça, ça pas facile tous les jours. Alors, Florence, tu ne sais pas, mais cette dame-là, elle a, j'ai envie de dire, une galerie d'art. Oui, mais c'est ça. Deux petits mots quand même, Alors, Aline. oui, c'est très intéressant parce qu'en fait, mon magasin, en fait, j'ai toujours un petit peu foisonné dans le milieu artistique et j'ai voulu que les lunettes et l'art se rejoignent. Et donc, depuis quelques années, j'ai créé le concept L'Art de Voir. Et nous recevons actuellement Thierry Lima, qui a une carte blanche au magasin et qui est exposée au magasin et qui d'ailleurs continue parce qu'il y a une prochaine carte blanche qui commence à partir de demain, où il présente Petit à Siko et à Fidji. Génial. Et Thierry, c'est une vraie richesse et on aura peut-être l'occasion de voir certaines images tout à l'heure. Et c'est un artiste dans toute sa plénitude. Oui, c'est ça, à part et entière. c'est surtout quelqu'un de très engagé pour son pays. Et à travers chaque acte, on sent qu'il porte son pays et qu'il le porte au-delà de la frontière Guadeloupe, quoi. C'est ça, absolument. Et merci pour ça. Et c'est vrai que le magasin, de manière générale, accueille les artistes
et d'une manière ou d'une autre. De toute façon, avant même que tu collaborons. développes les lunettes. Les lunettes. Alors sont justement, nous terriblement allons parler de lunettes. Nous pouvons capoter les lunettes. Nous pouvons capoter les En lunettes. beau capoter les lunettes, on ne va pas voir, il n'y a pas mettre les lunettes, on va pousser les là. Ah, d'accord. Alors, les lunettes et la mode, justement. Oui. Ça tombe bien, Florence. Alors, histoire de lunettes. Qui a inventé les lunettes? Parce que moi, je ne sais pas capoter les lunettes, mais pas qui m'ont inventé Eh bien ça. voilà, c'est la belle question. Et c'est une question qui reste en suspens parce que, Ah bon? On ne sait pas. en fait, on ne sait pas qui a inventé les lunettes. On ne sait pas qui a inventé les lunettes parce que, en fait, on se rend compte que les historiens ne se sont pas véritablement intéressés à l'histoire des lunettes. D'accord. Et qu'il y a quelques chercheurs qui ont effectivement essayé de percer les choses. Oui. Et il y a eu peu d'éléments qui soient ressortis de cet élément-là. Pourtant, il y a des dates. Il y a D'accord. quelques dates. Il y a des dates quand même. Oui. Il y a quand même quelques dates. Et avant même de parler de lunettes, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la période de l'Antiquité ou autre, les gens ont d'abord cherché à mieux voir. Et donc, ont cherché les moyens pour mieux voir, c'est-à-dire pour pallier le problème de la mal-vue, Oui. comme on disait. Et ce qu'on a retenu ou ce qu'on raconte, c'est que, par exemple, alors je fais un peu d'histoire. Parfait. Mais tu es là pour ça. Je fais un peu d'histoire, mais ce qu'on raconte, c'est que Néron, le 1er siècle après Jésus-Christ, donc l'empereur Néron, L'empereur Néron. utilisait une émeraude, une grosse émeraude qu'il mettait juste devant son Ah œil bon? pour pouvoir regarder les jeux de gladiateurs. Donc D'accord. on ne sait pas s'il la mettait pour mieux voir, Oui. on ne sait pas s'il la mettait parce qu'il était aveuglé par le soleil, mais peut-être que cette fameuse émeraude serait l'ancêtre de la paire de lunettes de La soleil. paire de lunettes. Ouais, ben, Voilà. Donc ça, c'est déjà une première piste. Une première piste. Oui. Ensuite, on se rend compte que les années allant, les gens toujours dans l'esprit de vouloir mieux voir, donc pareil par rapport aux objets qui sont plus petits, utilisent des grosses sphères de verre dans lesquelles il y a de l'eau et qui servent de loupe. Ok. D'accord. Alors, c'est pas extraordinaire, l'image n'est pas terrible, mais ça leur permet déjà de mieux voir. grossir. Ouais, ouais. Alors, c'est vrai qu'ils n'ont pas, comme notre époque, les problèmes de presbytie que nous connaissons à partir de 40 ans, Oui. parce que souvent, les gens, à cette époque-là, meurent un peu plus tôt. Je D'accord. suis désolée de dire ça, Mais c'est vrai, assez mais c'est macabre. vrai. tel Oui, que- mais c'est vrai. Mais c'est C'est vrai. une Mais façon c'est une d'éviter réalité. la presbytie. C'est une réalité. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce qu'au départ, les lunettes, c'était d'abord pour la vision de près. Pas tant pour la myopie ou ce genre de choses. D'accord. Ils cherchaient d'abord à utiliser des lunettes pour la vision de près. Et les personnes qui les utilisaient, c'était des moines, des intellectuels, qui, au départ, ont commencé à utiliser des loupes. Et la première loupe qu'ils avaient, c'est une espèce de grosse sphère qu'ils mettaient en fait sur le livre Oui. et qu'ils déplaçaient Oui. le long du livre. D'ailleurs, on la voit encore, cette sphère, dans des cadres particuliers de malvoyance. On utilise encore ces espèces de sphères qui permettaient de grossir les éléments. Mais on pense bien que pour une lecture longue, c'est pas très pratique. Effectivement. Arrive aux environs du XIIIe siècle, la lunette. Carrément. La lunette. Oui. Et qu'est-ce qu'on appelle lunette? C'est un cercle qui sertit, c'est un verre qui est serti dans un cercle. Et à ce moment-là, effectivement, on a des lunettes, mais qui n'ont rien à voir avec ce que nous avons aujourd'hui. On les appelle des bécicles. Ce sont donc deux Ah, d'accord. verres en bois qui sont reliés par un clou et qui tiennent sur le nez avec un pince-nez. Voilà, On le c'est ça. voit, voilà. On voit à peu près à l'image les premières lunettes qui apparaissent véritablement. Alors après, elles deviennent de plus en plus cossues parce qu'en fait, alors voici l'une des premières lunettes qui est là, donc avec ce système de bois. Donc c'est pas confortable, mais c'est pratique. Alors apparaît. Ça se tient à la main ou bien ça se... Alors, pour le moment, ça se tient sur le nez. D'accord. Mais ça glisse, ça tombe. Oui, oui. Et donc, apparaissent à ce moment-là les binocles, Oui. la fameuse... les binocles. Et d'ailleurs, j'ai quelque chose qui... Et c'est pour vous montrer qu'en fait, finalement, on n'invente rien. C'est ça. On n'invente rien. C'est ça. Alors, par exemple, j'ai ça, qui peut servir pour les dames. Alors, naturellement, sans le collier principal, ça sert de collier Oui. et ça rappelle un peu Et au ces bout, il y a fameux des- binocles. Oui. Quand, par exemple, on va au restaurant et qu'on Ah ne oui, veut comme pas ça. porter de C'est ça. lunettes. Ouais. Donc, on a ces fameux, quand on va au... Voilà, on peut avoir... D'accord. voilà. Ça fait Et- feeling. Hein. Ouais, c'est ça. Et donc, pour les dames, ça peut être aussi un sautoir. Ça sert de sautoir. Et en fait, on l'a réhabilité
dans la vie de tous les jours, dans la vie d'aujourd'hui. Et en fait, ces fameux binocles donc arrivent, mais on a une population, la population qui est d'abord intéressée par les lunettes. Ce sont, comme je disais, des moines, des intellectuels, Les gens qui lisent. des gens qui lisent, mais souvent des personnes riches. Oui. Ah, il faut des moyens pour avoir ça à Des l'époque. personnes riches. Et c'est petit à petit. Encore aujourd'hui? Voilà. Souvent. Non, je t'ai interdit de dire ça. On en parle tout à l'heure. On a rendu la lunette accessible à tous. On en parle tout à l'heure. Et donc, à cette époque-là, il y a des colporteurs qui passent de maison en maison et qui permettent aux lunettes d'arriver au niveau du peuple. D'accord. Donc, il faut attendre à peu près le 19e siècle pour que les choses soient de plus en plus répandues. Mais c'est véritablement à partir de la moitié du 20e siècle que les lunettes deviennent ce qu'on connaît, des lunettes accessoires, avec les actrices de cinéma qui ont porté beaucoup de lunettes en forme de papillon. Et la mode, les lunettes deviennent véritablement un élément de mode et de personnalisation. Et on arrive petit à petit dans ce qu'on appelle les lunettes que nous connaissons aujourd'hui, la lunette accessoire. Et donc ça a évolué dans le temps. Les lunettes ont évolué dans le temps et elles continuent encore à évoluer. Ah bon, c'est pas fini. Mais non, ça ne va jamais se terminer. Elles sont de plus en plus en feeling. Voilà. Et effectivement, Et- il y a de plus en plus de belles propositions ici en particulier. Je trouve qu'on a... pardon, Non, c'est très bien. Non, c'est bien. Je trouve qu'on a de plus en plus de plaisir à aller chercher des lunettes faites par des Guadeloupéens en Guadeloupe. Mais Parce que tu parlais tout à l'heure d'accessoirisation et de personnalisation, mais je crois que les lunettes, c'est aussi une façon de dire qui on est. C'est vraiment Voilà. une identité. Ah ben justement, c'est bien Et- ce qu'elle... elle m'a convaincu. Hein. Ah ben, mais ça m'étonne pas du tout. Ah non, elle Ça m'a m'étonne convaincu pas du parce tout. que moi, en teniant une lunette, regarde, mettons une lunette. Oui. Moi, non, il faut les lunettes Non. maintenant avec... bon, oui. Mets des lunettes qui te ressemblent. Voilà. Mets des lunettes qui disent déjà qui tu es. En nous Voilà. prenant, regardez-nous. Vous voyez ça? Voilà, C'est donc, prenez les exactement lunettes pour ça. donc, regardez-nous. Et tu as tout dit en fait. Et en fait, nous sommes justement dans cette nouvelle tendance, puisqu'on parlait de lunettes qui évoluent. Et aujourd'hui, nous sommes justement dans cette tendance de personnalisation. Et tu fais bien de le noter quand tu parles de Guadeloupéens qui se sont maintenant de plus en plus impliqués dans la création de lunettes. Je suis, comme je le dis, assez fière de dire que je porte une lunette d'un Guadeloupéen Génial. créée en Guadeloupe. Et que ça soit au niveau de la forme, que ça soit au niveau de la pratique, nous sommes sur du sur-mesure en Guadeloupe. D'accord. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que l'inette de Kavin, il y a un qui d'héros. Et aujourd'hui, non seulement que nous sommes capables de créer, mais nous sommes capables de proposer des choses différentes. Et dans les nouvelles tendances, alors je proposerai aujourd'hui qu'on parte des plus faciles Oui. au départ pour connaître les nouvelles tendances de maintenant, de l'année 2021-2022, Oui. puisque le salon de l'optique a eu lieu alors le salon de l'optique a lieu en septembre. D'accord. Il a lieu à maintenant il n'est plus à Porte de Versailles, enfin je me souviens plus où est-ce qu'il est. Et donc il se fait à Paris. Et en fait, aujourd'hui, ça nous permet d'avoir chaque année des propositions différentes parce que la lunette est devenue un accessoire de mode, un élément de personnalisation et, comme tu l'as dit, de dire qui on est et de vouloir aussi projeter l'image qu'on a envie de projeter dans l'instant. Tout à fait. Dans l'instant. Absolument. Et ça aussi, c'est important par rapport à nos lieux, par rapport aux espaces dans lesquels on évolue et par rapport aux besoins aussi qu'on pourrait avoir. Mais alors, quelles sont les tendances actuelles? Alors, il y a des tendances qui sont indémodables. Il y a la petite pantosse. Alors, je la montre. Oui. La petite pantosse, c'est la petite monture rétro. Oui. La petite monture ronde en bas, avec une partie plus plate en haut, qui est facile à porter, qui est portée autant par les plus jeunes que par des personnes plus aguerries, par des hommes, par des femmes. Et c'est la lunette qui est facile à porter. Et encore aujourd'hui, qu'on revient un peu sur tout ce qui est un peu vintage, donc un peu à l'ancienne, on parlait de l'histoire des lunettes, mais on revient de plus en plus sur ces lunettes qui nous permettent d'avoir les styles que nous avons. De la lunette de la pantosse, on découle naturellement la lunette ronde, la toute ronde, et qu'on connaît très bien. Donc, où il y a les toutes petites rondes qui ont un côté assez rétro, ou alors de très grandes rondes qui, là, seront plus fashion, plus... alors, si on a des images, je pense On peut avoir les images, voilà, oui. on peut placer les images et au fur et à mesure, on verra les lunettes défiler. Alors, ensuite, on a, donc après les lunettes rondes qui
prennent de plus en plus de place, puisque les gens sont de plus en plus attirés par ces formes-là, qui apportent aussi de la douceur, qui apportent et de la personnalité aussi. Nous avons après, on voit encore nos fameuses chaînettes, les chaînettes qui passent. Et ensuite, on a maintenant des lunettes qui seront peut-être un peu plus géométriques. Alors, les grandes carrées, elles sont souvent dans des grandes formes, des très grandes formes, overside comme on dit, c'est-à-dire que pour avoir un regard plus pénétrant, on donne plus de place voilà, là on les voit encore. Et en fait, on a donc des lunettes de plus en plus en grande taille, souvent du métal. Le métal revient en force et ça permet, pareil, d'avoir de l'ouverture au niveau du regard et de permettre toujours d'affirmer sa personnalité. Maintenant, on arrive aussi, on ose les couleurs. Oui, absolument. On ose les couleurs. Oui. Et surtout à cette période de pandémie où on a été un peu enfermés, les gens ont envie de couleurs, de pétillement, et les gens osent, et c'est ça qui est intéressant. Et moi, ce qui me paraît, ce sous lequel j'ai envie de souligner, c'est que les hommes osent davantage. Avant, la mode était un peu le domaine des dames. Les dames ont beaucoup impacté la mode des lunettes, ont beaucoup impacté la possibilité aux lunettes d'évoluer, tant dans les formes que dans les matières, que dans les couleurs. Mais aujourd'hui, comme les hommes prennent davantage soin d'eux, eh bien, on se rend compte que de plus en plus, les hommes aussi entrent dans le domaine de la lunette, osent des couleurs, osent des formes qu'ils n'auraient pas osé précédemment. Et ça apporte aussi quelque chose de très intéressant. Ouais. On le voit là. Bien. Non, mais c'est vrai, je vois de belles choses. Tu confirmes? Je confirme. Je confirme, absolument. Elles sont belles. En plus, on a dit le Médine Guada. Alors, deux petits mots quand même sur Thierry. Avant de partir. Alors, je le disais précédemment, donc Thierry est de nouveau, lance la deuxième carte blanche. Donc la deuxième partie de sa carte blanche au magasin qui démarre à partir de demain, le 16. Ça se terminera le 19. Il y aura 2 rendez-vous. Donc le 19, le jour du samedi du carnaval. C'est ça, je crois. C'est samedi du carnaval. Samedi du carnaval, c'est pas le 26? Le 26, pardon. 26. Je suis trop pressée. On comprend ça. Je suis trop pressée. Alors, le samedi du carnaval, il sera au magasin dans un body painting. Donc, l'exposition démarre à partir de demain. Donc, on pourra déjà voir ces toiles au magasin. Et le samedi, on aura la possibilité de rencontrer l'artiste au magasin, en in situ, en happening, comme d'habitude. Et Thierry, c'est toujours plein de couleurs. Il nous met de la couleur dans les yeux. Il nous met... Et en fait, après la maltraitance, il apporte de la couleur. Il apporte des choses différentes. Et j'invite vraiment... Florent, je t'invite à passer au magasin. Je viendrai en plus, nous pas très loin. Mais c'est ça, nous tout près. Moi, qui arrive côté autres. Oui. Comment dire pardon, passant pas arriver. Pas ni pour problème. Mais je t'invite aussi, je vous invite en tout cas à passer au magasin et à pouvoir partager ces éléments-là ensemble. Voilà. Avec plaisir, d'autant plus que Thierry a une magnifique toile au Centre des Arts. Et c'est ça que j'aime, c'est cette espèce d'interconnexion de tout ce qui se passe en ce moment. Avant Thierry, il y a eu Anaïs. Oui. Voilà. Alors, c'est Anaïs qui a démarré le concept Art de voir au magasin il y a à peu près 3-4 ans. Et donc, on a eu plusieurs rendez-vous avec Anaïs. Et Anaïs a ouvert le chemin. Et maintenant, c'est Thierry qui est chez nous donc jusqu'au mois de juin. Et on a déjà un artiste qui est déjà programmé à partir de juillet. Voilà, ce sont des œuvres. Non, mais c'est ça. Mais là où il y a un mouvement. Oui, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'art aujourd'hui n'est pas quelque chose de figé. C'est ça. Et l'art, pour moi, l'art, en fait, c'est quelque chose qui doit se voir autant au Centre des Arts que dans des lieux qui nous sont familiers. Absolument. Et l'art vient nous rencontrer et c'est ça qui est intéressant. L'idée principale, c'est que les Guadeloupéens sachent que l'art est à leur portée. Voilà. De toutes les façons possibles. Et pour nous, justement, allier, en fait, les lunettes et l'art, pour nous, c'est quelque chose qui est totalement logique. Absolument. Parce que, justement... Les lunettes permettent de voir l'art. Exactement. Et l'art permet d'aller plus loin dans son choix de lunettes. Tout à fait. C'est-à-dire d'être capable de se décentrer et de se donner plus de liberté pour pouvoir justement laisser... Porter de l'art. Voilà. Porter de l'art. Voilà. On le fait beaucoup avec les vêtements. On peut le faire avec le maquillage. Là, il faut oser, mais on peut le faire avec le maquillage. On le fait avec les chaussures. Pourquoi doper? Voilà, et les lunettes participent les lunettes, à tout ça. C'est ça. Les bijoux, tout ça, effectivement. Les lunettes il y a moyen. À tout avec ça. plaisir même. Voilà. Bien, merci.
Vraiment, enfin, même ça, comme vous dites, parce que 2 femmes sur là, les lunettes, la mode, tout ça, ça me prend pas la tête, c'est bien. Et 15h38, à très bientôt. Donc, rendez-vous donc, à partir de demain. Oui, à partir de demain, donc au magasin. Donc, le magasin, donc c'est Opticaline. Nous sommes à l'ancienne clinique Le Mestre, à l'assainissement, et nous la cartons avant l'eau, là, on mouille, on plaisir. Voilà. Deuxième pause. Tout à l'heure, on recevoir une femme, une jeune femme, c'est Noémie. Pour une autre, quelque chose, elle va dire tout à l'heure. Est-ce que j'ai le temps de dire un petit quelque chose? Oui, rapidement. Ouais, je voulais te poser une question. Oui. Ah oui, en plus, mais vas-y, pose la question. Je dis juste derrière. Au niveau personnel, bon, d'accord, là en résistance, mais la chanteuse, l'artiste. La chanteuse écrit plein de trucs en ce moment. Je ne sais pas comment ça se fait qu'elle soit si inspirée. Elle écrit plein de trucs. Alors, donc, je vais faire un petit tour rapidement en Martinique ce week-end. On parce nous voit que... en Martinique en ce moment. Hein. Oui, bisous la Martinique. Je suis là samedi. Bien, le monde Martinique, bien bonjour. Voilà, bien bonjour tout le monde Martinique. Eh ben, ni Doko et Kako Banaï qui viennent jouer, l'Atrium, Tropicatrium. Et je vais faire un petit tour parce qu'on a des choses à chanter sur les artistes en résistance, justement. Donc, il fait ça. C'est quoi, c'est ce week-end? C'est ce week-end, oui. Samedi 19. Il y avait répétition. Il y a répétition en ce moment. Je les ai quittés pour venir vous rejoindre ici. Avec plaisir aussi. Avec plaisir. J'adore ces journées où on mélange coco et abricots. J'aime ça. Mais nous, qu'est la samedi. Qu'est-ce qu'il y a à venir? Il y a tellement de bouillonnement au CAC en réalité que ça me prend de l'énergie, ça me prend du temps, mais en même temps, je sens bien que ça nourrit des choses qui de toute façon vont se traduire de façon artistique. On le pense sincèrement. Ouais, j'ai pas de doute. Et on savent que des provisions. À Kazomé. Ou à Kazomé. Il y a quelque chose d'intéressant le 25. Ce sera vendredi 25 à 9h du matin. On va vous confirmer où, parce qu'il y a peut-être encore un beau lionnage à mettre en place, autour du collectif Artistes Résistance, qui continue son travail de réflexion sur comment on fait. Et comme l'idée de comité ou de pôle culturel ou de cette entité qu'on demande, qu'on appelle de nos voeux, commence à prendre forme, on va en parler à partir de 9h le vendredi 25 février. Voilà. Deuxième pause, c'est tout à l'heure avec Noémie. C'est parti. Voilà, il est 13h44. On ne va pas quitter le domaine de la beauté puisqu'on va recevoir Noémie. Bonjour. Oui, bonjour. On est très content de te recevoir. La dernière fois, c'était en off. Cette fois-ci, tu es avec nous. Et donc, on va parler de quoi aujourd'hui? Alors, je vais parler des concours de beauté, donc des côtés positifs, mais aussi les côtés négatifs et les dérives par rapport à ça. Générique, c'est parti. C'est pas Lily du 32 qui est sur Twitter qui va me dire si j'ai le droit de parler ou pas. Prennent les images des enfants, les mettent sur des forums ou sur des sites pédophiles. Les sargasses ne sont pas encore considérés comme des catastrophes naturelles, alors qu'il y a des gens qui ne peuvent pas rester chez eux. Alors j'imagine, Noémie, que si tu as choisi de parler des concours de beauté, c'est qu'il y a un lien quelconque avec toi. Oui, donc justement en 2019, j'ai participé à une élection qui s'appelle Miss Internationale au Japon. Donc d'abord, comment ça s'est passé? C'est une personne du comité de Miss World Guadeloupe qui m'a repérée, entre guillemets, et qui m'a présenté donc, le concours, l'élection et les différents débouchés. Donc suite à ça, j'ai décidé de participer. Et donc c'est là que je suis allée représenter la Guadeloupe, du coup, au Japon, à ce concours de beauté international. Donc pour moi, c'était une première, puisque j'avais pas du tout d'expérience dans ce domaine, donc j'ai dû quand même développer pas mal de compétences que je n'avais pas. Comment ça s'est préparé? J'avoue que c'était un peu la galère, entre guillemets. Ma mère m'a beaucoup aidée, parce qu'il fallait quand même qu'on cherche pas mal de sponsors, par exemple pour avoir des tenues. Comme on n'a pas beaucoup de moyens, il faut se le dire, ici en Guadeloupe, du coup, il fallait vraiment qu'on se débrouille pour trouver des tenues, des accessoires, alors que c'est vrai que les pays peut-être qui sont un peu plus riches ont vraiment plus d'organisation à ce niveau. Mais globalement, ça s'est quand même bien passé. C'était en 2019, en novembre. On a le droit d'y aller qu'une seule fois? Non, même pas. Donc tu peux remettre ça? Oui, mais bon, je pense pas que je recommencerai. Tu vas faire l'expérience? Suite à ce que je vais dire après. Oui, d'accord. Je pense que je ne vais pas recommencer, mais sait-on jamais, peut-être pourquoi pas. Parce que c'est vrai que j'ai quand même beaucoup aimé l'aventure, mais j'ai aussi repéré pas mal de choses négatives. Négatives aussi, bien sûr. Et en quoi consiste ce genre de concours? Quels sont les critères qui sont évalués? Alors tout d'abord, il y a des critères physiques, donc tout ce qui est mensuration. Ensuite, il y a des critères d'âge, le fait de ne pas avoir d'enfant, de ne pas avoir été marié. Non. Il faut mesurer combien au minimum? Minimum 1m70 en général.
ne pas avoir d'enfants. Même au niveau des mensurations, voilà, c'est une morphologie plutôt fine. Donc, par exemple, pour celles qui n'ont pas une morphologie naturelle de base fine, ça peut amener à des dérives, justement. Oui. On va parler tout à l'heure. Mais il y a aussi des critères, parfois, selon les concours de culture générale, d'éloquence, de prestance, d'adaptabilité, de Mais relation quel est le avec les critère autres. principal, finalement, c'est le physique ou l'intellect? En fait, tout dépend du concours, mais c'est vrai que à la base, c'est un concours de beauté. Et ce qu'on voit à l'image en premier, c'est quand même le physique, puisque c'est vrai que les différents tableaux sont plutôt centrés sur le physique, tableau en maillot de bain, en tenue de soirée. Et finalement, quel que soit le concours, il y a vraiment très peu de place justement à l'intellectuel, en tout cas dans la représentation Parce du que je public. croyais que les Miss ont posé un certain nombre de questions sur leur pays. Oui, justement, en fait, elles sont évaluées par les jurys aussi sur un plan intellectuel, mais je veux dire que lors de la représentation finale, donc au public, ce n'est pas ce qui ressort le plus, je trouve, en tout cas. Je trouve vraiment qu'il y a plus un côté physique qui ressort justement dans les médias. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de critères, il n'y a pas seulement des critères physiques, il y a aussi des critères, comme j'ai dit, de culture, d'intelligence peut-être, je ne sais pas, ça dépend vraiment du concours en fait. Ouais. Mais alors, quel est le rôle d'une Miss dans ce cas-là? Donc le rôle, c'est surtout d'abord de représenter sa région ou son pays d'origine, sa culture, de représenter aussi les femmes, même si je trouve ça quand même très paradoxal, mais encore une fois, on va parler tout à l'heure. Aussi de faire la promotion des marques qui sponsorisent ce concours, parce que mine de rien, ça reste quand même... Habillé par, coiffé par, maquillé par. Voilà, c'est ça, puisque ça reste quand même un divertissement, puisque souvent ce sont des concours qui passent à la télé, donc il y a un public qui regarde, tout ça, ça rapporte de l'argent. Donc forcément, chaque élément de la pièce a son rôle exact, et la Miss, justement, a aussi un rôle de divertissement par rapport à ça. Parfois aussi, elle peut avoir des missions humanitaires, des missions dans les médias aussi, ça dépend vraiment du concours, mais globalement, La Miss devient pratiquement une affiche publicitaire. Exactement, c'est ça. Ah bon? Bah oui, totalement. Oui, ouais. Justement, alors, quels sont quand même les côtés positifs? Il y en a? Alors moi, les côtés positifs que j'ai trouvés, notamment dans les concours internationaux, déjà c'est le fait de voyager, donc de découvrir un nouveau pays. Tu étais parti au Japon, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Une nouvelle Tu as le temps de culture. visiter, de voir un Oui, petit peu franchement, c'était Tokyo, très bien Kyoto, organisé. etc. C'était très bien organisé. Il y avait des visites tous les jours. Franchement, on était très bien entourés. Les gens étaient très bienveillants. Tu as appris un peu de japonais? Oui, j'ai appris aussi des mots. On dit bonjour? Non, par contre, je n'ai pas commencé à parler japonais parce qu'après, ça va tourner sur les réseaux sociaux. Je sais comment on dit au revoir. Sayonara. Mais c'est vrai que ça m'a déjà appris à développer aussi des compétences que je n'avais pas, comme peut-être les relations humaines, Oui. à me rendre un peu moins timide, à m'apprendre à marcher en talons, parce que j'avais jamais porté de talons avant, voilà, m'apprendre à me maquiller, avoir un autre regard aussi sur les autres, donc aussi à être un peu plus sociable, à développer d'autres... Tu veux dire que avant le concours, tu étais une petite sauvageonne? Non, quand même pas une sauvageonne, pas. mais c'est vrai que le fait de devoir tout le temps être en représentation publique, ça force justement déjà à travailler sur soi. Le rationnel, bien sûr. Voilà, c'est ça. Donc, et surtout, oui. Donc ça veut dire qu'une jeune femme qui serait un petit peu complexée, un petit peu refermée, elle aurait intérêt à aller à un concours de Miss? Alors tout dépend du complexe, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas non plus se retrouver bloqué, ni que ça baisse notre estime de soi, pardon. Ouais. Parce que c'est vrai que les concours, il y a... développer l'ego non plus. Ben, c'est vrai que ça peut arriver. Ça peut arriver, il y a vraiment de tout. Moi, j'avoue que je ne trouve pas que ça m'ait fait cet effet, puisque j'étais vraiment dans une optique de découverte. Surtout, le voyage, j'étais trop contente d'être au Japon. Combien de jours tu as fait une quinzaine? Quinzaine de jours au Japon? Non, 1 mois. 1 mois? Ah ouais, bah, t'es à l'aise. C'était vraiment bien. Ah, oui. Et aussi, ça fait travailler d'autres langues, donc anglais, espagnol. On se fait des amis qui viennent un peu de partout. Tout à fait. Et vraiment, c'est vraiment ce que j'ai apprécié, en fait, dans cette expérience. Même plus que, finalement, le concours en lui-même. Oui. Alors, question des inconvénients. On a vu un petit peu les aspects positifs, le voyage, la relation humaine, la découverte, etc. Mais les aspects négatifs? Donc les aspects négatifs pour moi sont beaucoup plus importants. Déjà, si on prend les critères d'évaluation, donc les critères physiques de mensuration, d'âge, sont fondés pour moi sur des notions qui sont déjà archaïques et qui ne représentent pas la grande majorité des femmes dans la société. C'est d'ailleurs une chose qu'on entend souvent dans la société générale. Aussi le fait qu'elle n'ait pas le droit d'avoir d'enfants, n'ait pas le droit d'avoir été mariée. Il y a très peu de femmes de notre âge qui justement remplissent ces critères et
qui en plus remplissent des critères de mensuration, qui bien souvent ne sont pas les mensurations naturelles de certaines candidates et qui peuvent amener à des... Pas naturel. C'est-à-dire que ça peut amener à des dérives comme faire des régimes alimentaires drastiques, faire de la chirurgie esthétique, puisque quand on... des vaccins pour avoir des lèvres un peu plus... Voilà, c'est ça. Mais c'est ça que quand on ne remplit pas les critères de façon naturelle, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme les compétitions sportives, on se dope. Mais là, on fait de la chirurgie esthétique, on porte des faux cheveux, des faux cils, du maquillage. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment tout cet aspect superficiel dans les concours de beauté dont j'avais déjà conscience, que j'ai vraiment réalisé en étant sur le terrain. Lorsque j'ai vu, par exemple, des candidates se coller les oreilles avec de la colle. Quoi? Ça, franchement... Se coller les oreilles avec de la colle? Oui, ça, franchement, pourquoi faire? Mais je sais pas, peut-être Faut pas que les oreilles ne passent pas comme ça? Je sais pas, peut-être que la personne n'avait pas confiance en elle par rapport à ça, je sais pas. En tout cas, je l'ai vu. Ça va trop fort. Coller les oreilles avec de la colle. Je ne m'attendais pas à celle-là. Non, franchement, je l'ai vu et j'avoue, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment sous le choc. Non. J'étais vraiment sous le choc parce que j'aurais jamais pensé, tu n'as pas collé tes oreilles, toi, non? Non, mais ouf, merci. J'aurais jamais pensé, en fait, à faire ça, en fait. Donc, c'est pour dire l'ingéniosité, quand même, que ça suscite de participer à un concours de beauté, quand même. Mais après, comment elle fait pour décoller les oreilles? Franchement, je sais pas, mais c'est vraiment la chose qui m'a le plus marquée. Oui, plus le fait que la plupart des filles avaient fait de la chirurgie esthétique, justement, et au final, je faisais partie des rares personnes à ne pas avoir d'artifice, à avoir des vrais cils, à avoir mes vrais cheveux, bon, même s'ils sont décolorés. Alors, faux cils, faux cheveux, fausses oreilles. La totale. Voilà, c'est vrai qu'après, il y a quand même des Miss qui se présentent et qui sont naturelles. Mais c'est vrai qu'avec les critères qui sont jugés comme étant la beauté générale, comme le fait d'avoir des cheveux lisses, des traits fins, mais ça n'aide pas justement à vouloir sortir du lot, puisque le but quand on participe à un concours, je pense que c'est de gagner un prix. Donc forcément, si on veut gagner un prix, il faut se plier aux critères qui sont exigés, sauf si on y va et qu'on n'en a rien à faire. En fait, c'est pas un concours de beauté, c'est un concours de paramètres. Voilà, c'est ça, totalement. Et j'aimerais aussi dire qu'il y a une grosse part quand même de politique, notamment dans les concours internationaux. De politique? Oui, c'est-à-dire que ça dépend vraiment aussi des relations que les pays ont entre eux. D'accord. Le dénouement du concours peut dépendre de ça, ainsi que des finances. C'est-à-dire qu'il peut y avoir parfois de la corruption, des gens qui achètent des juges, des finances qui payent imbattables, comme on dit. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Et il y a des liens, des dérives avec les concours de beauté? Il y a des liens, des dérives? Oui, alors les dérives, comme je le disais, ça peut provoquer par exemple des troubles alimentaires chez les femmes ou les hommes, parce qu'il y a aussi des concours de beauté pour hommes. Bien sûr, monsieur France, monsieur etc. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est moins médiatisé, mais ça existe quand même. Qui veulent avoir un idéal physique, ça fait une perte d'estime de soi pour les personnes qui ne correspondent pas à ces critères qu'elles voient à la télé. Même pour les petites filles qui grandissent en voyant ça à la télé, elles ont cette image idéalisée de la femme, alors que ça ne représente pas du tout la femme pour moi déjà dans son entièreté et dans sa généralité. Les critères, le fait qu'elle n'ait pas le droit d'avoir des enfants, qu'elle n'ait pas le droit d'avoir été mariée, encore une fois, c'est totalement archaïque. Notre société a évolué, on n'est plus du tout dans cette optique-là. Et surtout, pourquoi avoir choisi ces critères précisément plutôt que d'autres critères Ce sont les hommes qui ont choisi ces critères en général. Pour le coup, il y a quand même des femmes aussi qui sont dans des organisations et qui perpétuent en tout cas cette tradition. Mais alors, Noémie, comment on peut faire évoluer les choses ? Alors pour moi déjà, ce serait peut-être pas de supprimer totalement les critères physiques, mais en tout cas ouvrir plus de possibilités, comme par exemple retirer la limite de taille, retirer la limite d'âge, mettre plus de part. Il y a une limite de poids aussi ? Non, ça a été interdit justement pour éviter les dérives liées aux troubles alimentaires. Mais sincèrement, le concours que j'ai fait, on m'a pas pesé, on n'a pas pris mensuration, donc c'était pas vraiment vérifié, quoi. Oui, d'accord. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Autre chose qui pourrait aider pour améliorer les choses, c'est mettre plus l'accent sur la part intellectuelle, puisque on sait qu'il y a des concours qui évaluent ceci, même si moi, mon concours, clairement, c'était pas évalué.
Mais il faut le montrer au public, il faut montrer comment aussi on évalue l'intellectuel de la Miss, pas seulement juste une question déjà préparée à l'avance qui passe à la télé, vraiment mettre l'accent sur ça. Et surtout, pour moi, interdire les concours de Miss pour les mineurs, pour les enfants, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Parfois, même aux États-Unis, on voit des concours de bébés et tout ça. Voilà, Ouais. voilà, même des concours de bébés. Ça, même ici, j'ai vu Mais ça. ça, je trouve ça vraiment hallucinant. Quelle image ça donne à l'enfant qui est en Bébé devient comme un construction. petit cabri ou bien comme... Non, mais c'est Voilà, vrai. qu'au final, c'est une objectivation du corps de l'enfant, clairement, où l'enfant part en compétition contre un autre pour son physique. Donc, Juste ça, une question qui, je pose quand même, suite au concours, il n'y a pas de harcèlement quand même. non, moi, j'ai Non, pas... parce que c'est que dans les... Ah oui, c'est vrai que... Bon, c'est vrai que... Dans le milieu de la mode, il y a Oui, beaucoup c'est de vrai que ça, harcèlement. ouais, c'est vrai que ça peut arriver. Moi, j'ai eu la chance que ça me soit pas arrivé. Oui. Après, c'est vrai qu'il y a quand même des fans parfois qui peuvent être insistants. Oui. Mais si on apprend à les gérer correctement, globalement, ça va. Mais après, je sais qu'il y a des concours qui sont beaucoup plus médiatisés, comme par exemple Miss Univers, où là, ça doit être un autre niveau aussi. Et c'est vrai qu'il y a quand même au sein des comités, notamment, on a entendu des histoires par rapport au comité Mister Guadeloupe, par exemple, où il y a des dérives, des agressions. Donc, ceux qui en sont C'est ça. victimes, ne pas hésiter à en parler, à le signaler, parce que c'est en le signalant justement qu'on peut faire ces choses-là s'arrêter et évoluer. Voilà, bien, on te remercie. Pas de souci. On ne sait pas encore la prochaine chronique. Le Non. sujet n'est pas encore choisi. Non, Bon. c'est ça. Ok, bien, écoute, on te remercie et puis on prendra le temps d'attendre ça dans la semaine prochaine. Ok. Et puis bienvenue encore. C'est toujours mieux quand tu es en direct que quand tu es en live. c'est Voilà, sûr. 13h51, on a le temps de faire le dernier sujet. Les écoliers de Sainte-Rose ont rencontré le réalisateur Luc Saint-Éloi. Luc Saint-Éloi qui est comédien, qui est réalisateur, qui a eu un prix en Afrique. On a le temps de regarder très rapidement ce sujet. C'est parti. C'est une classe qui a travaillé l'an dernier sur un projet qu'on appelle un parcours d'éducation artistique et culturelle et qui a écrit, mis en scène, réalisé, tourné donc une série de 5 épisodes sur les 5 périodes de l'histoire. Donc ils ont un petit peu touché du doigt les métiers de l'audiovisuel. Donc c'était très important pour eux de recevoir un acteur, qui plus est un acteur de renom comme monsieur Luc Saint-Éloi. Je me pèse pour savoir si c'est réel. Ces enfants-là m'ont fait une surprise extraordinaire. Ils sont formidables, ils ont plein de talent, plein d'élan et plein de bonne volonté. Je viens de voir des extraits qu'ils ont tournés autour de leur leçon d'histoire. Sans commentaire. Il faut vraiment encourager et c'est une belle manière de découvrir des pages d'histoire en jouant nous-mêmes les personnages. Ce qui est le plus important et ce qu'ils vont peut-être retenir, c'est que bien qu'originaire d'une toute petite île, on a le droit de rêver grand parce qu'il est reconnu. Il est reconnu au niveau de la diaspora noire. Il a eu des prix, notamment il a été primé au Sotigui. Donc avec la Black History Month, ça montre que c'est un acteur qui a de l'envergure et c'est bon pour nos petits Guadeloupéens. Vu le jeu d'acteurs de certains d'entre eux depuis l'an dernier, je pense que ça peut susciter effectivement des vocations et ça peut créer beaucoup d'émulation entre eux. Voilà, 13h59. Je rappelle très rapidement que nous avons reçu en début d'émission Isabelle Faye qui vient de sortir cet ouvrage Obligation vaccinale, la résistance en marche. Un ouvrage qui sera disponible la semaine prochaine et où elle explique justement comment résister à cette loi du 5 août 2021 qui oblige les gens à se vacciner. Il y a le monde qui pas vacciner et il y aura qu'un B. Sinon, on a reçu aussi Florence Napri. Florence Napri, c'est une artiste en résistance, chanteuse, comédienne, mais qui est justement en ce moment au Centre des Arts où ça se passe depuis 7 mois. Plus tard, on a reçu Aline Mijoin qui est venue nous parler de la mode des lunettes. Elle a fait un bel exposé sur l'origine des lunettes et surtout la mode actuelle qui fait qu'aujourd'hui, les hommes se sont ouverts à la mode des lunettes. On a terminé avec Noémie, notre chroniqueuse qui dépose ça là. Et elle a déposé aujourd'hui la question des Miss. On ne va pas oublier que les Miss se collent les oreilles quand il y a un concours de Miss. Sinon, l'actualité, c'était le point de presse sur la Poste. La situation est assez compliquée dans le Nord-Grande-Terre puisque les postiers de Port-Louis, Petit-Canal, Anse-Bertrand sont en grève depuis plus d'un mois. Avec Stanley Manigo, on a fait un point sur la qualité de l'air avec Guader. Il y aura la brume de Sam dans les jours qui viennent à notre attention, les autres les oreilles couillent le matin. Le nouveau président de Fouillol de l'université Antilles, on l'a vu, c'est Michel Geoffroy qu'on va recevoir très bientôt. Et puis on a terminé avec les écoliers de Sainte-Rose qui ont reçu hier l'acteur, réalisateur, comédien Luc Saint-Éloi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était assurée par Yann et on vous dit
À demain, à même là. C'est parti.